Je essuyais la machine à espresso quand l'homme est entré pour la première fois ce matin-là. Rien d'inhabituel pour un mardi. Le corner grind se remplissait de gens d'affaires entre 7 et 9 heures du matin, tous à la recherche de leur dose de caféine avant que la journée ne les engloutisse tout entier. Je travaillais ici depuis 3 ans, assez longtemps pour reconnaître les rythmes, les habitués, ceux qui commandaient toujours la même chose sans le dire à voix haute. Cet homme était nouveau. Grand, probablement la trentaine, portant un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Ses cheveux foncés étaient balayés en arrière, avec le genre de précision qui suggérait la richesse ou l'obsession, peut-être les deux. Il se déplaçait comme si le silence était une langue que tout le monde devrait apprendre. Il a commandé un simple espresso, noir. « C'est tout ?» j'ai demandé, surprise. La plupart des clients qui venaient pour la première fois posèrent des questions, regardèrent le menu, délibéraient. Lui savait simplement ce qu'il voulait. « C'est tout ?» a-t-il dit. Sa voix était basse, calme d'une manière qui semblait presque dangereuse. Ses yeux bruns foncés, presque noirs, ont croisé les miens une fraction de seconde de plus que nécessaire. Pas de la séduction, de l'observation, comme s'il cataloguait quelque chose. J'ai préparé son espresso. Mes mains étaient stables, exercées. J'en avais fait des milliers. Mais quelque chose dans sa présence rendait cet acte simple lourd de conséquences, comme si j'étais évalué. Il l'a bu debout, au comptoir, le dos à la fenêtre. Il ne s'est pas assis. Il n'a pas sorti son téléphone. Il est juste resté là, complètement présent, comme si le café et tout le monde à l'intérieur étaient soudainement devenus intéressants. Après son départ, j'ai réalisé que j'avais retenu mon souffle. La deuxième fois, c'était à 14h47 précise. Je connais l'heure exacte parce que je venais de reprendre mon service après ma pause. L'après-midi était plus calme, surtout des étudiants qui travaillaient, quelques travailleurs à distance sur leurs ordinateurs portables. La pluie avait commencé dehors. Cette pluie d'automne lourde qui donne l'impression que le monde devient plus petit. Il est entré et a commandé la même chose. Espresso. Noir. Quand j'ai levé les yeux, il me regardait déjà. Ses yeux étaient patients, délibérés. Pas le regard de quelqu'un qui tue le temps. Le regard de quelqu'un qui avait libéré tout un après-midi pour être exactement là où il se trouvait. « Vous étiez ici ce matin », j'ai dit. Il semblait dangereux de le reconnaître, comme si je confirmais quelque chose que je n'aurais pas dû. Oui, il n'a pas souri. Il n'a pas offert d'explication. Il a simplement accepté la petite tasse, a payé en espèces, a laissé un pourboire qui représentait probablement 30%, et s'est tenu au même endroit qu'auparavant. Cette fois, je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre. J'ai réorganisé des tasses qui n'avaient pas besoin de l'être. J'ai demandé à Marcus, mon collègue, de préparer la boisson du client suivant, parce que mes mains me semblaient peu fiables. Du coin de l'œil, je pouvais sentir le poids de son attention, pas possessive ou glauque, mais intense, comme si j'étais un problème qu'il était en train de résoudre. « Ton admirateur ?» a murmuré Marcus, en rangeant des tasses à côté de moi. « Je ne vois pas ce que tu veux dire, » j'ai dit. « Bien sûr que non. » L'homme a fini son espresso, prenant son temps lui aussi, et est parti. Quand la porte s'est refermée derrière lui, j'ai senti l'air changer, comme si quelque chose avait été suspendu et reprenait maintenant son cours. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me demandais s'il reviendrait. Je me demandais pourquoi il le ferait. Je me demandais si j'avais envie qu'il revienne. Je n'avais aucune idée de son nom, aucune idée de ce qu'il faisait. Aucune idée que me regarder boire un cappuccino avec Marcus deviendrait le moment le plus important de toute sa semaine, ou qu'il avait déjà pris une décision concernant ma vie avant même que j'aie fini d'essuyer la caisse. Il est revenu le lendemain matin à 7h15. Même costume, chemise différente, bleu profond. Même commande. Même immobilité. « Vous prenez vos habitudes ici », j'ai dit, essayant d'être légère, essayant de ralentir mon cœur qui battait la chamade. « Oui. Pourquoi ?» La question s'est échappée avant que je puisse l'arrêter. Trop directe, révélant trop que j'avais pensé à lui. Il a soutenu mon regard pendant un long moment. Ses yeux étaient illisibles, mais pas méchants. « Le café est bon », a-t-il dit finalement.
C'était un mensonge. Gracieux, mais un mensonge. Notre café était médiocre, je le savais. Il le savait. Il n'était pas là pour le café. Il était là pour moi. Au cours des 2 semaines suivantes, il est venu chaque matin et chaque après-midi. Toujours un espresso. Toujours payé en espèces avec un pourboire généreux. Toujours des costumes chers de couleur sombre. Il me regardait toujours avec la même intensité patiente, comme si j'étais quelque chose qui exigeait d'être compris. Les autres clients ont commencé à remarquer. « C'est ton petit ami ?» a demandé une habituée nommée Claire en souriant. « Il ne l'est pas. Il te regarde comme s'il avait déjà décidé que tu lui appartenais, » a-t-elle poursuivi. « C'est une énergie de petit ami. » Je ne l'ai pas corrigé la seconde fois. L'homme dont je ne connaissais toujours pas le nom a commencé à instaurer des rituels. Il entrait, commandait, se plaçait là où il pouvait me voir travailler. Parfois, il lisait les nouvelles sur son téléphone, mais la plupart du temps, il observait simplement. Quand je bougeais, ses yeux me suivaient. Quand je riais à quelque chose que disait Marcus, son expression changeait à peine, mais elle changeait. Quand je faisais une erreur dans une commande, je pouvais sentir son attention silencieuse comme une chose physique. Cela aurait dû m'effrayer. Cela aurait probablement dû. Au lieu de cela, je me surprenais à me coiffer différemment. Les matins où je savais qu'il viendrait, je portais la chemise bleue qu'il avait remarquée une fois. J'organisais ma pause pour espérer l'apercevoir avant qu'il ne parte. J'étais séduite par quelqu'un qui ne m'avait même pas touchée. 3 semaines après le début de ces visites rituelles, le moment est venu qui a tout changé. C'était un vendredi soir. Je fermais. Le café était vide à l'exception de Marcus qui comptait la caisse à l'arrière. J'essuyais les tables quand la porte a sonné. Inhabituel pour 18h47. Après la fermeture, l'homme est entré, mais il n'était pas seul. Il avait 2 hommes avec lui, tous 2 plus costauds, tous 2 portant des vestes sombres malgré la soirée douce. Ils se sont postés près de la porte comme s'ils bloquaient une sortie. Ma poitrine s'est serrée. « Bonjour, Mira », a-t-il dit, et le son de mon nom dans sa voix. Il ne l'avait jamais prononcé auparavant, n'avait jamais demandé. A envoyé une décharge de peur en moi. « Comment connaissez-vous mon nom ?» J'ai chuchoté. « Je sais beaucoup de choses sur vous. » Il a fait un pas vers moi et j'ai reculé, ma hanche heurtant une table. « Que voulez-vous » ? C'est une question complexe, a-t-il admis. Mais il y a 21 minutes, mes plans sont devenus très simples. Je vous veux en sécurité, et vous ne pouvez pas être en sécurité ici. En sécurité de quoi ? Il n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, il a plongé la main dans sa veste lentement, délibérément, et a sorti un téléphone. Il l'a tourné vers moi. Sur l'écran, il y avait une photographie. Moi, prise cet après-midi, en rentrant du travail. Une rue que je connaissais, tout à fait ordinaire, tout à fait sinistre à présent. Il y a des gens qui vous surveillent, Mira, des gens qui savent que vous venez ici, qui connaissent votre adresse, votre routine, des gens qui vous utiliseraient comme moyen de pression. Sa voix restait calme, clinique. Je ne vais pas permettre cela. Qui êtes-vous ? Ma voix tremblait. Pour la première fois, quelque chose comme du regret a traversé son visage. Mon nom est Matteo Ricci, a-t-il dit doucement. Je suis la personne qui est venue ici 2 fois pour vous voir, parce que j'avais besoin d'être certain de ce que j'allais faire. Et maintenant, je suis la personne qui va vous sortir d'ici avant le lever du soleil. Avant que je puisse répondre, avant même que je puisse réaliser ce qui se passait, la porte a volé en éclats derrière lui. Un homme que je n'avais jamais vu est entré, arme au poing. Et soudain, le café, mon refuge, est devenu une zone de guerre. Et Matteo Ricci s'est interposé entre moi et les coups de feu, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Tout s'est passé très vite et de manière incroyablement lente. Le coup de feu a retenti, brisant la vitrine des pâtisseries près de la caisse. J'ai hurlé, ou j'ai cru le faire. Je ne pouvais pas m'entendre par-dessus la violence. La main de Matteo a trouvé mon dos et m'a poussé vers le bas. Derrière le comptoir, son corps créant un bouclier. « Reste là », a-t-il ordonné. Et j'ai entendu l'autorité dans ce seul mot. Le genre d'autorité qui n'admet aucune négociation.
Plus de coups de feu, des cris en italien, en anglais, dans une langue que je ne reconnaissais pas. Les deux hommes avec Matteo ont riposté avec une précision qui suggérait que ce n'était pas leur première fois. Le bruit était assourdissant, écrasant. Mes oreilles sifflaient, ma vision se brouillait sur les bords. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, le silence. Matteo s'est agenouillé à côté de moi, ses mains parcourant mes bras, mon visage, vérifiant les blessures. « Il t'a touché ?» J'ai secoué la tête, incapable de parler. Ses mains sont descendues sur mes épaules, me saisissant doucement mais fermement, me forçant à regarder son visage. Il était parfaitement calme. Pas un cheveu de travers, pas un tremblement dans ses mains, mais ses yeux brûlaient de quelque chose qui ressemblait à de la rage. « Nous devons bouger », a-t-il dit. Maintenant, l'un de ces hommes a sécurisé le café. J'ai aperçu des éclats de la destruction. Verres brisés, chaises renversées, un trou de balle dans le mur au-dessus de l'endroit où je me tenais quelques secondes auparavant. L'homme qui était entré par la porte gisait immobile près de l'entrée. Je n'ai pas regardé de trop près. Marcus est sorti du bureau du fond, pâle et tremblant. « Mon Dieu, Mira, elle part avec moi », a dit Matteo, sans demander l'avis de personne. Il m'a aidé à me relever, me stabilisant quand mes jambes me semblaient peu sûres. « Toi, tu restes ici? Tu n'as rien vu, tu comprends ?» Marcus a hoché la tête rapidement, cherchant déjà son téléphone. Appeler la police était probablement la bonne décision dans cette situation. La décision normale, celle qui n'impliquait pas de partir avec un homme qui venait de tuer quelqu'un sur mon lieu de travail. Mais j'avançais vers lui de toute façon. « Je ne comprends pas ce qui se passe », j'ai dit, d'une voix minuscule. « Tu comprendras », a répondu Matteo, « mais pas ici, pas maintenant. » Sa voiture attendait dehors. Une berline de luxe noire aux vitres teintées. L'un de ces hommes conduisait. Matteo s'est assis à côté de moi sur le siège arrière. La ville défilait dehors dans un flou, et j'ai réalisé avec un étrange sentiment de détachement que tout avait changé en l'espace de 5 minutes. Ma vie normale, le café, mon petit appartement, ma routine, tout avait disparu. Qui était-il? J'ai fini par demander. « La famille Marchetti », a dit Matteo, surveillant la rue. « Je vais leur donner ce qu'ils veulent, à terme, mais pas de la manière dont ils s'y attendent. Que me veulent-ils? Un moyen de pression. » Ses mains étaient croisées sur ses genoux, complètement au repos malgré le fait qu'il venait de tuer un homme. J'ai consolidé mon pouvoir. Il y a des familles qui y résistent. Ton existence me rend vulnérable parce que j'ai quelque chose à perdre maintenant. Quelqu'un à perdre. Il m'a jeté un coup d'œil. Il ne te tuerait pas immédiatement. Il m'obligerait d'abord à regarder. Les mots étaient cliniques, mais ils n'étaient pas destinés à me réconforter. Ils étaient destinés à expliquer le calcul de son monde, où les êtres humains ont une valeur basée sur leur proximité avec le pouvoir, où l'amour est la responsabilité ultime. Je dois appeler ma famille. J'ai chuchoté. Non, absolu. Si tu les contactes, tu en fais des cibles. La seule façon pour eux d'être en sécurité est qu'ils ne sachent pas où tu es. Tu comprends? Je ne voulais pas comprendre. Je voulais me réveiller et découvrir que c'était un de ces rêves vifs et terribles jusqu'à ce que la conscience revienne. Mais la texture du siège sous moi était réelle. Le tremblement de mes mains était réel. La présence de Matteo à mes côtés, solide, dangereuse, étrangement protectrice, était réelle. Où allons-nous? Quelque part en sécurité. Et ensuite, ma voix s'est brisée. Qu'est-ce qui va m'arriver? Il n'a pas répondu immédiatement. Quand il l'a fait, il y avait quelque chose comme de la douleur dans son expression. Ensuite, nous trouverons comment te garder en vie pendant que je détruirai les gens qui ont essayé de t'enlever à moi. Je ne le connaissais pas. Cet homme était venu à mon café 6 fois. Il avait passé peut-être 20 minutes au total en conversation avec moi, et la majeure partie avait été à sens unique. Il n'y avait aucune raison logique de lui faire confiance, aucun fondement rationnel de sécurité en sa présence. Et pourtant, quand sa main a trouvé la mienne dans l'obscurité de la voiture, je l'ai serrée. La maison était isolée, située en retrait d'une route privée quelque part qui aurait pu se trouver
à des heures au nord ou à des minutes à l'est. J'avais perdu tout sens de l'orientation. Elle était immense, faite de pierre et de verre, construite à flanc de colline, comme si elle y avait poussé plutôt que d'avoir été construite. Ma prison, mon sanctuaire, je ne savais toujours pas lequel. L'un des hommes de Matteo, le plus calme, avec une cicatrice qui allait de son œil gauche à sa mâchoire, m'a montré une chambre au 2e étage. Elle était plus grande que mon appartement tout entier, avec des fenêtres allant du sol au plafond, donnant sur un terrain qui s'étendait dans l'obscurité. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, sonnez », a dit l'homme à la cicatrice. Son anglais était accentué mais clair. Monsieur Ricci a laissé des instructions pour que toutes les demandes raisonnables soient accordées. « Raisonnable ?» j'ai répété. « Vous ne quitterez pas la maison. Au-delà de cela, le caractère raisonnable est à vous de le définir. » Puis, il est parti, et je suis resté seul avec l'énormité de ce qui s'était passé. Je me suis assise sur le bord du lit, un lit plus grand que tous ceux dans lesquels j'avais dormi, avec des draps qui coûtaient probablement plus cher que ce que je gagnais en un mois, et j'ai tremblé, non pas de froid, mais à cause de la réalisation que l'homme par qui j'avais été discrètement attiré, celui pour qui je m'étais inconsciemment mis à m'apprêter, venait de devenir simultanément mon ravisseur et ma seule protection contre quelque chose de bien plus terrible. Matteo est venu me trouver des heures plus tard. Je n'avais pas dormi. J'étais toujours dans mes vêtements de travail, assise près de la fenêtre, regardant le paysage qui aurait tout aussi bien pu être le bout du monde. Le coup frappé à la porte était doux. « Entre », j'ai dit, car quel choix avais-je? Il est entré comme s'il était à sa place dans chaque pièce où il entrait. Il s'était changé pour un pantalon sombre et un pull anthracite qui rendait ses yeux encore plus noirs. Il avait l'air presque civil ainsi, presque comme un homme qui n'avait pas tué quelqu'un aujourd'hui. Presque. « Tu devrais dormir », a-t-il dit. « Je devrais être chez moi », j'ai répondu. « Je devrais être au travail demain matin. Je devrais répondre aux SMS de ma mère, au lieu d'ignorer ses appels. Je sais. » « Vraiment ?» Je me suis tourné pour lui faire face. « Parce que d'où je suis, vous semblez très à l'aise avec tout cela, comme si regarder la vie de quelqu'un implosé n'était qu'une autre partie de votre journée. » Quelque chose a vacillé dans son expression, pas de la colère, mais quelque chose de plus profond. Une reconnaissance, peut-être. De la culpabilité. « Mon confort est secondaire », a-t-il dit doucement. « Ce qui compte, c'est que tu sois en vie, que tu restes en vie. Le prix à payer est une perturbation temporaire de ta vie. » Temporaire? Vous avez dit qu'ils essaieraient de me tuer. Ils essaieront. Je l'empêcherai. Il s'est approché et je ne me suis pas écarté. Mira, je sais que c'est accablant. Je sais que tu ne comprends pas ce qui se passe, ni pourquoi je fais cela. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, encore un peu de temps. Pourquoi? La question n'était qu'un murmure. Pourquoi cela vous importe-t-il? Vous ne me connaissez pas. J'en sais assez. Il était tout près maintenant, assez près pour que je voie les ridules autour de ses yeux, l'épuisement sous son extérieur composé. Je sais que tu fais en sorte que tes habitués se souviennent de leur commande préférée. Je sais que tu souris à des gens qui ne te rendent pas ton sourire. Je sais que tu es courageuse, Mira, même si tu as peur. Ce n'est pas « fais-moi confiance », a-t-il dit. Pas parce que tu en as envie, parce qu'en ce moment, je suis le seul abri que tu aies. Il est parti avant que je puisse répondre, fermant la porte avec une douceur qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires. Et seul dans cette magnifique chambre, j'ai réalisé que la chose la plus dangereuse chez Matteo Ricci n'était pas ce qu'il avait fait ou ce dont il était capable. C'était à quel point j'avais envie de croire en lui malgré tout. Le lendemain matin, j'ai trouvé la maison moins terrifiante à la lumière du jour. Le terrain se transformait en jardin, qui n'avait pourtant pas été entretenu récemment. Le genre de sauvagerie délibérée qui suggérait que la beauté était secondaire par rapport à l'intimité. La cuisine, que j'ai découverte en errant, était toute de marbre et d'appareils coûteux, remplie d'un café qui faisait paraître les grains du corner grind pour de pauvres imitations. Je me suis préparé un cappuccino, mes mains effectuant les gestes familiers.
La normalité de la chose était presque douloureuse. Matteo est apparu pendant que je le buvais, arrivant silencieusement comme il semblait se déplacer dans le monde. Il était au téléphone, parlant un italien rapide. Son ton était autoritaire, mais pas en colère. Quand il m'a vu, il a terminé la conversation et a raccroché. « Tu as dormi » a-t-il demandé. Non, je ne voyais pas l'intérêt de mentir. J'ai des questions. Il s'est versé un espresso, évidemment, et s'est appuyé contre le comptoir en face de moi. Même en vêtements décontractés, même détendu, il dégageait un poids. Le poids des décisions et des conséquences. Du pouvoir contenu. Pose-les. Combien de temps vais-je rester ici? Jusqu'à ce que la menace soit contenue, c'est-à-dire, je ne sais pas encore, des jours, peut-être des semaines. J'ai senti ma poitrine se serrer. Des semaines? La famille Marchetti opère dans 6 États. Je dois consolider des alliances, déplacer mes actifs et faire comprendre que te toucher leur coûterait plus cher qu'ils ne sont prêts à payer. Ces choses prennent du temps. La manière factuelle dont il le disait rendait la chose presque raisonnable. Presque. Et mon travail? Mon appartement? Tu ne retourneras pas à ton travail. Je ferai surveiller ton appartement, mais il ne sera pas dérangé. Ton propriétaire sera informé que tu t'occupes d'une affaire de famille. Le moment venu, tu seras en sécurité. Où? Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Montrez-moi, j'ai dit soudainement. Te montrer quoi? Tout ceci. J'ai fait un geste autour de nous. Vous, votre vie. Si je dois être piégé ici, si vous allez contrôler ma situation complètement, j'ai besoin de comprendre ce que vous êtes. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la surprise. Peut-être. Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que voir changera la façon dont tu me craindras. Et tu as besoin de cette peur. C'est ce qui te rend docile. Je suis déjà docile, j'ai dit doucement. Je suis ici, n'est-ce pas? Il a considéré cela, sa mâchoire se contractant. Puis il a posé son espresso. Viens avec moi. Le bureau était de l'autre côté de la maison, une pièce que je n'aurais jamais trouvée seule. Des étagères du sol au plafond contenaient des volumes reliés en cuir, certains anciens, d'autres récents. Un bureau en bois sombre ne supportait qu'un ordinateur portable et un téléphone. 2 peintures étaient accrochées au mur, l'une d'un paysage, l'autre d'une femme que je ne reconnaissais pas, réalisée à l'huile. Ses yeux étaient tristes. « Ma mère », a dit Matteo, voyant où je regardais. « Elle est morte quand j'avais 13 ans. » Je ne savais pas quoi dire à cela, alors je n'ai rien dit. Il a ouvert l'ordinateur. « Regarde. » Ce que j'ai vu ensuite n'avait pas de sens au début. Des documents financiers, des portefeuilles immobiliers, des transactions commerciales qui semblaient légitimes en surface. Import, société d'exportation, participations immobilières, entreprise de services. Et puis, entrelacées si parfaitement qu'on pourrait la manquer à moins de chercher, une seconde couche. Paiement de corruption. Pot de vin à des fonctionnaires de la ville. Raquette de protection opérant sous le couvert de sociétés de conseil. Un réseau d'activités criminelles si complexe et complet qu'il semblait impossible qu'un seul homme puisse l'orchestrer. Et pourtant, il était là, en train de l'orchestrer. « C'est ce que je fais », a dit Matteo calmement. « Je déplace de l'argent. Je déplace du pouvoir. Je déplace des gens. La famille Ricci fait cela depuis 70 ans. Mon père a construit ce qui existe aujourd'hui. Je l'ai étendu. Pourquoi me montrez-vous cela? Parce que tu as demandé à voir. Il a fermé l'ordinateur. Et parce que tu as besoin de comprendre que je ne suis pas un homme bon, Mira. Je n'ai jamais prétendu l'être. Les gens que je blesse ne me blessent pas en retour, parce que je suis trop prudent, trop impitoyable, et que j'ai les ressources pour assurer ma survie. Et moi? J'ai chuchoté. Tu es la première menace à cette stratégie que j'ai jamais autorisée. Il s'est tourné pour me faire face complètement, et il n'y avait plus de douceur dans son expression. Seulement de l'honnêteté. Te garder en sécurité me coûte de l'influence. Te garder ici est une responsabilité. Et pourtant, je l'ai fait. Est-ce que tu comprends ce que cela signifie? Je le comprenais. Je comprenais qu'il était puissant et dangereux, et complètement au-delà de ma compréhension.
et qu'il avait choisi de me protéger, malgré tout ce qui lui disait de ne pas le faire. Je comprenais que dans une certaine version des événements, j'étais déjà morte, et que cet homme avait réécrit ces événements à cause de quelque chose qu'il avait ressenti en préparant un espresso dans un café. Et je comprenais avec une clarté qui m'effrayait que je n'étais plus l'innocente de cette histoire. J'étais complice à présent, en restant, en n'essayant pas de m'échapper, en le regardant de la manière dont je le regardais maintenant. J'acceptais l'obscurité qu'il m'avait montrée. « Matteo, ne fais pas ça », a-t-il dit, et c'était doux d'une manière qui tranchait plus profondément que ne l'avait fait l'honnêteté. « Ne me remercie pas. Ne me pardonne pas. N'essaie pas de voir le bien en moi, et ne te convainc pas que je suis quelque chose que je ne suis pas. Laisse-moi simplement te garder en vie. C'est tout ce que je demande. » Il m'a dépassé pour aller vers une fenêtre qui donnait sur les jardins. De profil, je pouvais voir la tension dans sa mâchoire, la crispation autour de ses yeux. Il avait l'air fatigué, soudainement, accablé. « Il y a une fille, » a-t-il dit à la vitre, « dans l'organisation, la fille de mon second. Elle a 7 ans. Elle ne comprend pas ce que fait son père, et j'ai fait en sorte qu'elle ne le sache jamais. C'était son avenir si j'étais normal. » Il m'a jeté un coup d'œil. « Quand ils ont pris son père en représailles l'année dernière, j'ai tué 6 personnes. C'est la version de moi avec laquelle tu vis maintenant. Pourquoi me dites-vous cela ? Parce que tu as un choix, a-t-il dit. Tu peux te convaincre que c'est temporaire, que tu es une victime ici, que je suis quelqu'un à plaindre, ou même à aimer. Ou tu peux voir clairement et choisir malgré tout. Choisir quoi ? De rester, d'accepter ce que je suis, de vivre avec les conséquences. Il m'a laissé là, dans le bureau, entouré des preuves de son pouvoir, et j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé. Je n'avais plus simplement peur de Matteo Ricci. Je commençais à le comprendre. Et cela, je le soupçonnais, était bien plus dangereux. Les jours se sont écoulés selon un rythme étrange. Matteo suivait son propre emploi du temps. Les matinées dans le bureau. Des appels téléphoniques dans un italien rapide que j'essayais de ne pas écouter. Des réunions avec des hommes qui arrivaient en voiture et repartaient en quelques heures. Je m'occupais de la maison, explorant ses recoins, trouvant une bibliothèque avec de vrais livres au lieu de simples documents de sécurité, découvrant un jardin potager qui était plus ornemental que fonctionnel. Nous maintenions une distance prudente, le petit déjeuner ensemble parfois, un café l'après-midi, le dîner la plupart des soirs, pendant lesquels il me posait des questions sur ma vie, ma famille, mes rêves, avant que le monde ne s'effondre. Je répondais, le regardant cataloguer les informations comme il m'avait catalogué dans le café. Mais il y avait autre chose dans son observation maintenant, pas seulement de l'intérêt, mais une sorte de faim qu'il gardait soigneusement en laisse. Le 4e jour, l'un de ces hommes, celui à la cicatrice, qui s'appelait Dante, m'a informé que quitter la maison n'était plus autorisé. Comme ça, les jardins dans lesquels je m'étais promené étaient désormais hors limite. « Ordre de Monsieur Ricci », a dit Dante, non sans gentillesse. « Pourquoi ?» j'ai demandé, bien que je le sache déjà. « La famille Marchetti a bougé. Ils savent que vous êtes avec nous. Ils chassent. » La peur qui bouillonnait sous ma peau depuis le café a éclaté en quelque chose de plus vif, de plus immédiat. À quel point sont-ils proches ? Assez proches pour que monsieur Ricci pense que vous devriez être à l'intérieur. J'ai trouvé Matteo dans son bureau ce soir-là. Il était au téléphone, parlant en italien. Sa voix était froide d'une manière que je n'avais pas entendue auparavant. Quand il m'a vu, il a mis fin à l'appel. « Vous m'enfermez », j'ai dit. « Oui. » « Parce qu'ils arrivent. Parce que je place des pièces en position. Et je ne veux pas que tu sois dans une position vulnérable pendant que je le fais. » Il s'est levé, se dirigeant vers sa propre fenêtre. Les Marchetti sont agressifs. Ils font des erreurs parce qu'ils sont désespérés, ce qui signifie qu'ils sont sur le point de rompre complètement. Qu'est-ce qui se passe quand ils rompent ? Je les brise encore plus, a-t-il dit simplement. Et moi ? Tu restes à l'intérieur. Il s'est tourné pour me faire face. J'ai mis 3 hommes supplémentaires sur la maison. Tu es surveillé sous tous les angles. Si une mouche se pose sur une fenêtre, je le saurai. Piégé, j'ai chuchoté. En sécurité, c'est la même chose. Non, a-t-il dit doucement. Dans un piège, on veut s'échapper. Dans une cage,
On peut choisir de rester. Je voulais discuter avec lui, protester contre la perte de même les petites libertés qui m'avaient été accordées. Mais je commençais à comprendre que Matteo ne prenait pas de décisions basées sur mon confort ou mes préférences. Il les prenait basées sur le calcul de survie. Et dans son calcul, j'avais de la valeur. Cela m'effrayait presque autant que les marchetti. Le symbolisme a commencé le 5e jour. Matteo a laissé un cadeau sur ma table de chevet, un livre de photographies. Rien d'érotique ou de suggestif, juste des photographies. Une femme marchant dans un marché, un couple dans une voiture, mains entrelacées, une famille mangeant ensemble. Des images d'intimité ordinaire, le genre que je n'aurai probablement plus jamais. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a simplement dit « Pour que tu te souviennes de ce pourquoi tu te bats ». Plus tard le même jour, j'ai trouvé une petite plante dans ma chambre, un jasmin, en fleurs, libérant son parfum dans l'air. Quand je touchais les pétales, ils étaient doux, fragiles, quelque chose qui exigeait des soins constants, sinon ils se flétriraient. J'ai compris le message. Qu'il l'ait voulu délibérément ou non, j'étais fragile. J'avais besoin de ces soins constants. Sans lui, je me flétrirais. Cela aurait dû m'exaspérer. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de sombre et de complexe s'épanouir dans ma poitrine. Pas tout à fait de l'acceptation, mais quelque chose d'approchant. La première menace réelle est survenue au jour 8. J'étais dans ma chambre, en train de lire, quand j'ai entendu des coups de feu au loin. Pas proches, mais assez proches pour être enregistrés. Mon corps a bougé par instinct, me pressant dans un coin, me faisant toute petite. Les coups de feu ont continué pendant peut-être 1 minute, puis le silence. Il a fallu 1 heure pour que Matteo vienne à moi. Il était différent, couvert d'une légère pulvérisation de quelque chose de sombre. Son calme s'était fissuré juste un peu. Ses yeux m'ont trouvé, et quelque chose dans son expression s'est transformé en quelque chose de presque soulagé. « Es-tu blessé ?» Ses mains parcouraient mon corps, vérifiant. « Non. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Une reconnaissance. Il testait notre périmètre. Sa main s'est attardée sur mon épaule. « Ils ne franchiront pas la maison. Vous avez l'air si certain. » Parce que je le suis. Il a pris mon visage entre ses mains, le relevant vers le sien. Son pouce a tracé le contour de ma pommette. Je brûlerai la ville entière avant de les laisser te prendre. Ce n'était pas romantique. C'était possessif et violent et absolument sincère. Et mon corps y répondait d'une manière qui me troublait. Je voulais m'approcher. Je voulais m'enfuir. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. « Tu devrais dormir », a-t-il dit finalement. Et j'ai réalisé que ses mains tremblaient. Pas de peur, de retenue. Au 10e jour, la maison était devenue encore plus une forteresse. Les fenêtres étaient renforcées. Les gardes tournaient toutes les 4 heures. Matteo consultait des cartes et des documents constamment. Son téléphone sonnait à toute heure. J'attrapais des bribes de conversation. Frontière nord-est. Alliance avec la famille Corsino. Les affaiblir par la saisie de biens. Déplacer la cargaison jeudi. C'était son monde en pleine opération. Pas le bain de sang, mais la stratégie. Le jeu d'échecs du crime organisé. Où les vies étaient des pièces, et le pouvoir le seul résultat qui comptait. Sauf que quand il me regardait, quelque chose changeait dans ce calcul. La nuit du 10e jour, il m'a trouvé dans la bibliothèque. Je lisais ou j'essayais, mais surtout j'écoutais la pluie et je pensais à ma mère, qui ne savait toujours pas si j'étais en vie. « Tu devrais appeler ta famille », a dit Matteo. J'ai levé les yeux, choqué. Vous aviez dit, je sais ce que j'ai dit. J'avais tort. Il s'est assis dans le fauteuil en face de moi. Pas sur le risque, mais sur la capacité de ta famille à survivre à la nouvelle. Leur souffrance de ne pas savoir. Je peux organiser un appel sécurisé. Aucune trace. Pourquoi feriez-vous cela ? Il est resté silencieux pendant un long moment. Parce que tu m'as demandé de te montrer ce que je suis. Je l'ai fait. Et tu n'es pas parti. Cela signifie quelque chose. Cela signifie que tu choisis de rester malgré le fait de savoir exactement avec quoi tu restes. Je ne vais pas aggraver cela en te tenant éloigné des gens que tu aimes. J'ai passé l'appel cette nuit-là, et ma mère a pleuré, et j'ai menti en disant que j'étais en sécurité et que j'expliquerais tout bientôt. Ce n'était pas toute la vérité,
mais c'était suffisant pour apaiser le pire de sa peur. Et quand j'ai raccroché, Matteo m'attendait dans le couloir avec un café, un cappuccino parfait. Préparé comme je l'aimais. « Merci », j'ai dit. « Tu n'as pas besoin de me remercier pour l'humanité de base », a-t-il répondu. « Ce n'est pas de l'humanité de base. C'est vous qui me donnez quelque chose alors que cela vous coûte du contrôle. » Il m'a regardé pendant un long moment. « Le contrôle n'est plus ce que je veux de toi, Mira. Je ne suis pas sûr que cela l'ait jamais été. » Puis il est parti, et je suis resté là, tenant la tasse chaude, comprenant que nous approchions d'un seuil sur lequel aucun de nous ne pourrait revenir. Le seuil est arrivé au jour 12. Une attaque sur le côté sud de la propriété. Pas la maison principale, mais la guérite, où 2 des hommes de Matteo étaient stationnés. Elle a été repoussée facilement, mais l'acte lui-même signalait une escalade. Les Marchetti n'étaient plus en train de tâter le terrain. Ils étaient engagés. Matteo a pris une décision cette nuit-là. « Tu déménages dans ma chambre », a-t-il dit, sans demander. « C'est plus sûr. La chambre forte est accessible depuis la chambre. S'il se passe quoi que ce soit, tu y entres immédiatement. » Je n'ai pas discuté, bien que tout en moi en ait eu envie. L'intimité de ce qu'il suggérait, partager sa chambre tout en gardant une distance prudente, semblait être à la fois une reddition et une torture. Sa chambre était plus grande que la mienne, tout aussi luxueuse mais plus habitée, personnelle. Une veste en cuir jetée sur une chaise, des livres sur une table de chevet, une photographie sur la commode d'un Matteo plus jeune, avec un homme plus âgé qui avait ses yeux. Le lit était énorme. Matteo a installé une chaise à côté, avec un livre et de l'eau, s'y installant comme s'il l'avait déjà fait. « Vous n'allez pas dormir dans le fauteuil », j'ai dit. « Je ne dors pas beaucoup, Mira. » Il m'a regardé, et j'ai vu pleinement l'épuisement, le poids de l'entretien de la maison, de la gestion de l'organisation, de la chasse aux Marchetti, tout en me gardant en sécurité. Il ressemblait à un homme qui ne tenait que par ses nerfs et sa volonté. « Dors dans le lit », j'ai dit doucement. « Je vous fais confiance. » C'était un mensonge et la vérité simultanément. Je ne lui faisais pas confiance pour ne pas blesser le monde autour de lui, mais je lui faisais confiance pour ne pas me blesser. Et cette distinction était devenue primordiale. Il était resté silencieux pendant un long moment. Puis il s'est changé pour des vêtements de nuit sombres et s'est allongé de l'autre côté du lit, maintenant la distance comme une chose physique entre nous. Je n'ai pas dormi non plus. Je restais allongé dans l'obscurité, hyper consciente de sa présence, du son de sa respiration, de l'espace où nous ne nous touchions pas. Le lendemain matin a apporté la nouvelle que quelque chose avait changé. Dante est venu dans la chambre avec un message. Les Marchetti se fracturaient. L'une de leurs familles subsidiaires s'était retournée, offrant des informations en échange d'une protection. Une autre négociait sa neutralité. L'organisation s'effondrait sous la pression, mais pas assez vite. « Il est dans le bureau », a dit Dante. « Il veut vous voir quand vous serez prête. » J'ai trouvé Matteo penché sur un ordinateur portable, des cartes étalées sur le bureau, des documents financiers marqués en rouge. Il a levé les yeux quand je suis entré, et quelque chose comme du soulagement a traversé son visage. « Comment vas-tu » a-t-il demandé. « J'attends », j'ai dit, « comme j'attends depuis le café. Je sais. Combien de temps encore ? Des jours, peut-être une semaine. Une fois que les Marchetti auront formellement été dissous. Une fois que leurs actifs restants auront été saisis ou redistribués. Une fois que le mot se sera répandu que toucher à un Ricci est fatal. Il s'est interrompu. Ensuite, tu pourras partir. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Partir. Retourner à ma vie normale. M'éloigner de l'homme qui m'avait abrité. Protégé. Gardé dans cette magnifique cage. Et si je n'en ai pas envie, j'ai chuchoté. Il s'est figé. Quoi ? Et si j'ai envie de rester ? Mira. Il s'est levé, mettant le bureau entre nous comme s'il s'agissait d'une barrière nécessaire. Tu dis cela parce que tu as peur de l'extérieur. Parce que cet endroit est sûr, et que je suis sûr, et que l'alternative est faite d'inconnus. Peut-être, j'ai admis. Mais cela ne rend pas la chose moins vraie. Vous ne me connaissez pas, j'en sais assez. Tu connais une version de moi, a-t-il corrigé.
La version qui boit du café avec toi et te montre des photographies. Tu ne connais pas la version qui a ordonné à ces hommes de brûler l'entrepôt d'importation des Marchetti. Tu ne connais pas la version qui a coupé les vivres d'une autre famille et a regardé leur chef subir les conséquences. Si, j'ai dit doucement. Je connais ces versions. Vous me les avez montrées. Et je suis toujours là. Quelque chose s'est brisé dans son expression. Une fissure dans le contrôle parfait. Un éclat de la faim qu'il avait gardé en laisse. Tu es ici parce que tu es piégé. Une fois que la porte s'ouvrira. Je ne partirai pas, j'ai dit. Il s'est détourné, tu n'en sais rien. Si, je me suis déplacé autour du bureau vers lui. La seule façon dont je partirais serait que vous m'y obligiez. Alors la question est, voulez-vous que je reste? Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas répondre. Peut-être sans admettre des choses qu'il n'était pas prêt à vocaliser. Alors au lieu de cela, il est retourné à son bureau, à ses cartes et à l'entreprise de démanteler ses ennemis. Et je suis resté sur le pas de la porte, comprenant que nous tournions autour de quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait encore tout à fait atteindre. Les jours suivants se sont effondrés dans une sorte d'attente différente. Nous partagions la chambre, nous partagions les repas. Nous maintenions une amitié prudente qui commençait à ressembler à une condamnation, un sursis qui finirait par prendre fin. Les contacts de Matteo devenaient plus fréquents, mais non moins contenus. Une main dans le bas de mon dos quand nous marchions, ses doigts effleurant les miens quand nous nous passions une tasse, ses yeux sur moi constamment, comme si je pouvais disparaître s'il détournait le regard. Et je le sentais aussi, cet attrait vers lui qui était en partie de la peur, en partie une attraction véritable, en partie la simple alchimie de deux personnes, à proximité étroite sur une période prolongée. Je me surprenais à l'observer, me demandant ce que ses mains ressentiraient sans la barrière de sa retenue prudente. Au 16e jour, tout a changé. Un appel téléphonique est arrivé, et Matteo l'a pris dans le bureau. Sa voix était froide, finale. Quand il en est sorti, il semblait s'être débarrassé de quelque chose, peut-être de la dernière de ses retenues. « C'est fini », a-t-il dit. « Les Marchetti sont dissous, leurs intérêts saisis. Leur chef est mort. Comment? Pas de ma main, mais à cause de choix qu'il a faits en réponse à mes actions. Les détails n'ont pas d'importance. Alors je peux partir, j'ai dit. Non pas comme une question. Oui, le mot flottait entre nous, lourd de toutes les choses qu'aucun de nous n'avait dites. Est-ce que vous me renvoyez? J'ai demandé. Non, il a fait un pas vers moi. Je ne te renverrai jamais, Mira, mais j'ai besoin de savoir que tu choisis de rester parce que tu le veux, pas parce que tu as peur de ce qu'il y a dehors. Comment puis-je le prouver? Il a tendu la main lentement, me laissant le temps de m'écarter. Sa main a pris mon visage entre ses mains, et son pouce a tracé le contour de ma pommette, comme il l'avait fait auparavant. Mais cette fois, il y avait moins de retenue, moins de contrôle. « Va-t'en », a-t-il dit. « Sors de cette maison. Passe une journée dans le monde. Si tu reviens, alors je te croirai. Et si tu ne reviens pas, alors je saurai que j'ai été égoïste de te garder. » Je suis parti au lever du soleil. Matteo avait tout organisé soigneusement. L'un de ses hommes m'a conduit en ville, m'a laissé avec de l'argent et un téléphone, des instructions pour appeler quand je voudrais revenir. Il n'a pas demandé quand cela serait. Ce caractère indéfini semblait cruel. La ville était accablante après des jours dans le calme de la maison, le bruit et les foules et l'odeur de l'asphalte. J'ai marché sans direction, essayant de me rappeler ce que ma vie avait été auparavant. Des cafés qui n'étaient pas le corner grind, des gens qui ne savaient pas à quoi ressemblait la violence, un avenir qui semblait possible. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'en voulais pas. Pas parce que j'avais peur, bien que ce soit le cas, mais parce que la vie que j'avais eue auparavant était petite. J'avais attendu au café, je n'avais pas vécu. Et Matteo, malgré tout ce qu'il y avait de sombre et de dangereux en lui, m'avait montré quelque chose de plus grand, une version de moi-même qui pouvait survivre dans son monde. J'ai passé la journée dans un parc, regardant des familles et des couples et des gens vivre leur vie ordinaire, et j'ai compris que je ne pouvais pas revenir à cela, pas après l'avoir connu. J'ai appelé à 16 heures. Le téléphone a sonné une fois avant qu'il ne réponde. « Mira ?»« Je suis prête », j'ai dit.
Le silence à l'autre bout était profond. Déjà ? Je suis prête depuis le café, j'ai dit doucement. J'attendais juste la permission de le dire. Un autre silence. J'envoie quelqu'un te chercher. Le trajet du retour semblait différent. Pas comme le retour à la captivité, mais comme un retour à la maison. Bien que la maison soit un homme et une vie bâtie sur des secrets et de la violence. Quand nous sommes arrivés, Matteo attendait sur les marches. Il semblait ne pas avoir dormi depuis mon départ. Il y avait une mise à nu en lui, une vulnérabilité qui semblait choquante, étant donné ce qu'il était. « Tu es revenu », a-t-il dit. « Je vous avais dit que je le ferais. Les gens mentent. Pas moi. Je me suis approché, je suis allé dans le monde, et j'ai compris que je n'y ai plus ma place. Ma place est avec vous. Dans quoi que ce soit que cela soit, il a tendu les bras et m'a tiré contre lui, enfouissant son visage dans mes cheveux. C'était la première fois qu'il s'autorisait un véritable contact physique, sans retenue, sans précaution, juste authentique. Ses bras me tenaient, comme si je pouvais m'échapper, et sa respiration était saccadée. « Je dois te dire quelque chose, a-t-il dit, en s'écartant finalement assez pour voir mon visage. Je dois te le dire avant que nous n'allions plus loin. D'accord. L'homme qui a essayé de te tirer dessus dans le café, celui que j'ai. Il s'est interrompu, la mâchoire serrée. Il avait une famille, une femme, 2 enfants. J'ai fait en sorte qu'ils aient de l'argent et qu'ils soient en sécurité, et ils ne sauront jamais que cela vient de moi. Mais ils ne retrouveront jamais leur mari et leur père à cause de ce que j'ai fait. J'ai senti le poids de ce qu'il me disait. Pas seulement qu'il avait tué, mais qu'il avait assumé la conséquence, qu'il avait essayé de réparer, de la seule manière possible. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que tu me demandes de m'engager envers toi, et je demande la même chose, et j'ai besoin que tu saches que ma protection a un prix. Des gens meurent parce que je choisis de te protéger. Ce sang est sur nous 2 maintenant. J'ai réfléchi à cela, à cette femme qui avait perdu son mari, à ses enfants grandissant avec des ressources, mais sans parents, à la violence qui se répercutait vers l'extérieur à partir de chaque décision qu'il prenait. J'accepte cela, j'ai dit. Comme ça. J'ai levé les mains et j'ai pris son visage entre mes mains comme il l'avait fait pour moi auparavant. Je ne suis plus innocente, Matteo. Au moment où je suis restée au lieu de m'enfuir, j'ai accepté ce que vous êtes. J'ai accepté ce qu'être avec vous signifie. Il a fermé les yeux. Mira, je vous choisis, j'ai dit. Pas malgré la violence, pas malgré le danger, mais en l'incluant. Tout cela, quand il a ouvert les yeux, il y avait quelque chose comme du désespoir à l'intérieur. Le regard d'un homme qui avait voulu croire que cela était possible, mais ne s'était pas autorisé à espérer. « Alors je dois te demander quelque chose », a-t-il dit doucement. « Pas en tant qu'homme qui t'a enlevé de ton café, en tant qu'homme qui va passer le reste de sa vie à te garder en vie. » Il s'est dirigé vers le tiroir d'une table dans l'entrée et en a sorti une petite boîte. À l'intérieur, il y avait une bague, pas délicate, mais audacieuse, une émeraude entourée de diamants, le genre de pierre qui exige l'attention. « Veux-tu m'épouser » Je m'attendais à beaucoup de choses à ce moment-là. La première fois qu'il me dirait qu'il m'aimait, peut-être. Une déclaration qui ne vienne pas avec le poids de la permanence, mais une proposition absolue, immédiate, finie. C'était tout à fait Matteo. Oui, j'ai chuchoté. Il a glissé la bague à mon doigt et m'a embrassé. Enfin, avec toute la retenue qu'il contenait depuis le café. Ce n'était pas doux. C'était revendicateur et désespéré, et tout ce que je n'avais pas su que j'avais besoin. Ses mains dans mes cheveux, sa bouche sur la mienne, le goût de lui, le café et quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui avait le goût du pouvoir et de l'obsession. Quand il s'est écarté, il a posé son front contre le mien. « Tu es à moi », a-t-il dit. Et c'était là, l'une des 2 fois où il le revendiquerait. Le premier moment de possession véritable. Je comprenais le poids de ces mots. Je comprenais qu'il n'était pas seulement émotionnel, mais une déclaration de fait pratique. J'étais à lui désormais, dans tous les sens du terme. « Je suis à vous », j'ai confirmé.
Il m'a porté à l'étage dans sa chambre, et nous ne nous sommes pas arrêtés au lit cette fois. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans son monde, nous n'avons pas maintenu de distance. Il m'a déshabillé lentement, comme si chaque vêtement était un secret qu'il apprenait. La douceur était trompeuse. En dessous, c'était la faim. Une patience testée à ses limites. Ses mains parcouraient mes épaules, mon dos, la courbe de ma taille. Chaque contact était délibéré, demandant la permission sans parole. « Dis-moi si tu veux t'arrêter », a-t-il murmuré contre ma clavicule. Je n'aurais pas pu m'arrêter même si je l'avais voulu. Il y avait quelque chose en moi, une réponse qui s'était accumulée depuis le premier instant où je l'avais vu dans le café, qui exigeait cela. La sensation de ses mains sur ma peau me donnait des frissons, pas de froid, mais d'anticipation. Je ne veux pas m'arrêter. J'ai chuchoté. Il s'est écarté juste assez pour me regarder. « Tu es sûr ?» J'ai hoché la tête, et il m'a embrassé à nouveau. Plus doucement cette fois, plus intimement. Sa main a trouvé le bord de mon sous-vêtement, et j'ai senti mon souffle se bloquer. Tout en moi voulait se rapprocher, mais l'hésitation me tenait immobile, un fantôme de l'innocente que j'avais été avant tout cela. « Tout va bien », a-t-il dit contre ma bouche. « Je te tiens. » Ses doigts ont glissé sous le tissu, et j'ai eu le souffle coupé par la sensation. Tout semblait amplifié. Chaque contact, chaque respiration, chaque murmure de peau contre peau. Il ne se pressait pas. Il explorait, apprenant ma forme, comprenant les petits sons que je faisais, et ajustant son contact en conséquence. Quand il est enfin entré en moi, c'était lent et précautionneux, et la sensation m'a coupé le souffle. Il s'est arrêté, attendant que mon corps s'ajuste, sa mâchoire serrée par l'effort de retenue. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Oui. » J'ai soufflé. « Oui, continue. » Il bougeait avec une intensité qui aurait dû être effrayante, mais qui ressemblait à un retour au foyer. Il n'y avait plus de séparation entre nous, plus de distance, plus de retenue. Juste nous deux, et la vérité fondamentale de ce que cela était. Ce n'était pas seulement physique, c'était la reddition finale, le moment où j'arrêtais de prétendre que je pouvais m'en aller. Quand ce fut fini, nous restions entrelacés, et j'ai réalisé que je tremblais non pas de peur, mais de la magnitude de ce qui s'était passé. Je lui avais donné quelque chose que je n'avais jamais pu donner à personne, et la vulnérabilité de cela était presque insupportable. Il me tenait, sa main caressant mes cheveux, sans parler. Parfois les mots sont trop petits pour ce qui existe entre deux personnes. Le silence valait mieux. Les jours suivants ont glissé dans un nouveau rythme. Les arrangements pour le mariage ont été faits discrètement. Une petite cérémonie, avec seulement ses hommes les plus proches, célébrée par un juge que Matteo connaissait. La bague à mon doigt semblait être une marque de possession, et j'ai découvert que cela ne me dérangeait pas. J'étais à lui, publiquement et formellement, et cette connaissance apaisait quelque chose en moi. Il était différent avec moi désormais. Toujours contrôlé, toujours dangereux, mais la retenue avait disparu de nos moments privés. Il me touchait librement, me revendiquait constamment, et je répondais avec une faim que je n'avais pas soupçonnée. La fille du café devenait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pouvait exister dans son monde. Matteo continuait de travailler, mais l'intensité avait légèrement diminué. La dissolution des Marchetti signifiait qu'une menace majeure avait disparu, bien que d'autres subsistent. Mais je comprenais maintenant que les menaces étaient constantes dans sa vie. Quelque chose à gérer plutôt qu'à résoudre. J'apprenais la langue de son monde. Un soir, 2 semaines après la demande, nous étions dans le bureau quand un homme est arrivé avec des nouvelles. Je ne pouvais pas comprendre l'italien, mais j'ai saisi le ton. Quelque chose s'était mal passé. L'expression de Matteo n'a pas changé, mais j'ai senti le changement en lui. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé en anglais, pour que j'en profite. « L'alliance Corsino se fracture », a rapporté l'homme. Ils subissent la pression des fédéraux. Ils veulent des concessions. Quel genre de concessions? L'accès à vos circuits financiers. Ils veulent cacher certains de leurs avoirs à travers vos réseaux. Matteo s'est levé, se dirigeant vers la fenêtre. Et si je refuse, ils rompent l'alliance. Se rapprochent des restes des Marchetti.
Je le regardais réfléchir, comprenant le calcul qu'il faisait. Plus d'argent signifiait plus de pouvoir, mais plus de pouvoir signifiait plus de surveillance, plus de risques. « Faites-le », a-t-il dit finalement, mais prudemment. Je veux que chaque transaction soit tracée, chaque compte séparé. Je ne veux pas l'attention fédérale sur mes opérations primaires. L'homme est parti, et Matteo s'est tourné vers moi. « Tu comprends ce que cela signifie ? Plus de risques, j'ai dit. Plus de gens impliqués. Plus de chances d'exposition. Plus de chances que cet empire que je protège s'effondre. Et quand ce sera le cas, j'emporterai tout et tous ceux qui me sont liés avec moi. » Je me suis levé et me suis approché de lui. « Moi incluse ? » ?»« Surtout toi. »« Bien, j'ai dit. Alors nous tomberons ensemble. » Il m'a attiré contre lui, et je l'ai senti expirer comme si je lui avais donné la permission pour quelque chose. La cérémonie de mariage a eu lieu 3 jours plus tard. Matteo avait organisé la livraison d'une robe, blanche, sobre, le genre d'élégance qui suggérait la confiance plutôt que l'innocence. Quand je l'ai mise, je me reconnaissais à peine. La femme dans le miroir était sophistiquée, puissante, d'une manière discrète. Elle avait l'air d'appartenir au monde de Matteo. La cérémonie s'est déroulée dans un jardin privé. Juste Matteo et moi, et 3 témoins. Dante et 2 autres hommes que j'avais appris à reconnaître. Il n'y avait pas de fleurs, pas de musique, rien d'inutile. Juste nous 2 échangeant des mots que Matteo a prononcés avec une certitude absolue. « Je te prends pour mienne », a-t-il dit. Et la formulation était délibérée, ne promettant pas d'aimer ou de chérir, mais de protéger et de revendiquer. La brutalité de la chose était honnête. « Je vous prends pour mien », j'ai répété, comprenant que je faisais la même promesse. Le juge a complété les formalités, et c'était fait. Je n'étais plus Mira, la serveuse. J'étais Mira Ricci, et cette transformation me semblait presque alchimique. Cette nuit-là, Matteo m'a aimé avec une possessivité qui était presque accablante. Ses mains me marquaient, non pas violemment, mais de manière définitive. Sa bouche a trouvé chaque pouce de ma peau, et il murmurait des choses en italien que je ne comprenais pas, mais dont le sens était clair. Mienne. Seulement mienne. À jamais mienne. Et dans l'obscurité, le tenant, j'ai compris que j'avais cessé d'être innocente au moment où j'avais décidé de rester. Ce que je devenais était tout autre chose, quelque chose qui pouvait exister dans ce monde de pouvoir et de violence, quelque chose qui pouvait aimer un homme comme Matteo Ricci sans se détruire elle-même dans le processus. L'attaque est survenue 3 semaines plus tard, par une nuit qui avait commencé comme toutes les autres. Nous étions dans le bureau, Matteo révisant des documents, moi lisant dans le fauteuil du coin qui était devenu mon espace dans son monde. C'était domestique, presque paisible, et j'avais commencé à croire que peut-être le danger était vraiment passé, que je pourrais avoir cette vie tranquille avec lui. Puis la maison a explosé. Pas littéralement, mais c'est l'impression que cela donnait. Une explosion sur le côté sud, assez proche pour faire trembler les fenêtres, assez loin pour ne pas briser les défenses de la maison. Matteo était en mouvement avant même que le son ne finisse de résonner. Son calme était complètement pulvérisé. « Reste dans la chambre forte », a-t-il commandé. Mais j'étais déjà en mouvement. « Je viens avec vous. »« Mira, je viens. » Ses yeux ont brillé de quelque chose de sombre et de furieux. Mais il n'a pas discuté. Au lieu de cela, il a pris un pistolet dans un tiroir dont j'ignorais l'existence et me l'a tendu. « Si quoi que ce soit me dépasse, tu tires, compris ?» J'ai pris l'arme, comprenant qu'il venait de me rendre complice de sa violence, d'une manière que je n'avais pas été auparavant. Nous nous sommes déplacés dans la maison vers la zone d'observation principale. En bas, je pouvais voir le périmètre, et je pouvais voir ce qui avait causé l'explosion. Pas une bombe, mais des tirs sur la clôture. Une équipe d'assaut complète, peut-être 20 hommes, essayant de pénétrer dans la propriété. « Corsino » a dit Matteo, sa voix était absolument glacée. Ils trahissent à l'Alliance. Comment est-ce que c'est possible? Vous leur avez donné... Ça n'a pas d'importance. Il était au téléphone, parlant un italien rapide, en posture défensive complète. Personne ne franchit le second périmètre. La bataille en bas était à la fois le chaos et l'ordre.
Les hommes de Matteo, peut-être 15 dans la maison, répondaient avec une précision militaire. L'équipe Corsino était professionnelle, mais dépassée en termes d'avantages défensifs. Pourtant, ils poussaient, et je pouvais voir que certains des hommes de Matteo tombaient. Pourquoi font-ils cela? J'ai chuchoté. Parce que j'ai fait une erreur, a dit Matteo sombrement. Parce que j'ai cru comprendre leur position et que j'ai sous-estimé leur désespoir. Parce que les restes des Marchetti leur ont offert quelque chose que je ne voulais pas offrir. Une autre explosion, celle-ci plus proche. Les fenêtres ont vibré. La main de Matteo a trouvé la mienne, et elle tremblait, réellement, tremblait. La première fois que je le sentais vraiment perdre le contrôle. « S'il dépasse un de mes hommes, a-t-il dit, tu vas dans la chambre forte, tu la verrouilles. Tu n'en sors pas tant que je ne viens pas te chercher. Est-ce que tu comprends, Mira? Est-ce que tu comprends? Oui, j'ai chuchoté. La bataille a fait rage pendant peut-être 10 minutes, bien que cela m'ait semblé durer des heures. Je pouvais tout voir depuis notre point d'observation, la façon dont les hommes de Matteo tombaient et continuaient à se battre, la façon dont sa stratégie changeait en temps réel, la façon dont il était prêt à sacrifier ses propres gens pour maintenir le périmètre. Puis j'ai vu l'un des hommes de Corsino se glisser à l'intérieur. Un garde avait été blessé, et il y avait une brèche dans la ligne défensive. L'homme est arrivé jusqu'à la porte, est entré, et Matteo a bougé. Je l'avais vu contrôlé et puissant, mais je ne l'avais jamais vu se battre. L'arme qu'il a sortie de sous la console était une extension de lui-même, et ses mouvements étaient entraînés, brutaux, absolument létaux. Il a quitté la salle d'observation et a intercepté l'intrus dans le couloir en bas. Les coups de feu ont résonné. 1, 2, 3. L'homme est tombé, et Matteo s'est tenu au-dessus de lui, sans vérifier s'il était en vie, sans hésiter, passant simplement au point de vulnérabilité suivant. La bataille s'est terminée aussi soudainement qu'elle avait commencé. L'équipe Corsino s'est retirée, laissant ses morts derrière elle, laissant ses blessés être capturés ou exécutés, et le silence est tombé sur la propriété. Matteo a gravi les escaliers pour me rejoindre, et ses yeux étaient quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas humain, quelque chose de plus sombre. « Vous saignez ?» j'ai dit, voyant les traces sur son bras. « Ce n'est pas à moi, » a-t-il dit, et ce n'était probablement pas le cas. Je suis allé vers lui sans réfléchir, et j'ai pris son visage entre mes mains, le forçant à me regarder. « Nous allons bien. Je vais bien. Vous allez bien. » Quelque chose a vacillé dans son expression. La reconnaissance de ce que je faisais. Je l'ancrais, je le ramenais de là où il était allé, dans ce moment de pure violence. « Je ne peux pas te protéger, » a-t-il dit rudement. « Pas vraiment, pas s'il continue de venir. »« Vous venez de le faire, » j'ai dit. « Vous les avez repoussés, pour ce soir. Mais c'est ma vie, Mira. C'est ce dans quoi tu t'es mariée. Des gens qui viennent, des gens qui meurent. Tout cela centré sur le fait de nous garder en vie, toi et moi. » Je l'ai embrassé, là dans la salle d'observation, avec le goût du sang et de l'adrénaline sur sa bouche. Cela aurait dû être dégoûtant. Au lieu de cela, cela avait le goût de l'honnêteté. « Je sais, » j'ai dit, et je suis resté malgré tout. Les suites ont été méthodiques. Les hommes de Matteo ont ramassé les corps, organisé les interrogatoires, sécurisé davantage le périmètre. J'ai appris plus tard que 3 des hommes de Matteo étaient morts. 3 hommes que j'avais vus dans la maison, qui l'avaient servi loyalement, et qui étaient maintenant partis parce que j'avais été le catalyseur de sa vulnérabilité. Mais Matteo ne m'a pas blâmé. Au lieu de cela, il a semblé prendre une décision. Le lendemain matin, il est venu me trouver dans la chambre. « La famille Corsino est finie. Je bouge contre eux aujourd'hui. » Comment? Par tous les moyens que je connais. Saisie d'argent, saisie de biens, retournement d'informateurs, pression politique. Je vais les détruire comme j'aurais dû détruire les Marchetti quand j'en avais la chance. Et ensuite tu seras en sécurité. L'alliance va changer. Les restes des Marchetti vont se disperser et il y aura une période de paix relative.
Relative, j'ai répété. Oui, parce qu'il n'y a jamais de paix véritable dans ce monde, Mira. Il y a juste des périodes plus calmes, et nous en aurons une, et nous y construirons une vie. Nous aurons la famille que tu mérites, la stabilité que tu mérites, et peut-être, juste peut-être, pourrons-nous être autre chose que cela pendant quelques heures chaque jour. Il est parti pour superviser la dissolution des Corsino, et je suis resté seul avec la réalisation que j'étais la raison pour laquelle 3 hommes étaient morts. J'étais la motivation pour la guerre qu'ils s'apprêtaient à mener, et j'étais terrifiantement, irrévocablement en accord avec cela. La destruction des Corsino a pris 3 semaines. Je n'ai pas suivi les détails, mais j'en ai entendu assez pour comprendre l'ampleur. Des comptes financiers gelés grâce à la corruption de responsables bancaires, des biens saisis sur des technicités juridiques qui n'étaient probablement pas légales du tout, des membres clés arrêtés sur des accusations qui pourraient en ne pas tenir, mais qui les bloqueraient assez longtemps, des chefs menacés, retournés ou éliminés, un démantèlement complet et méthodique d'une famille qui existait depuis 50 ans. Matteo a tout mené avec la précision de quelqu'un qui avait appris de sa première tentative de consolidation du pouvoir. Pas de mouvement inutile, pas de violence excessive, juste l'application de la force, financière et autres, jusqu'à ce que la résistance devienne futile. Et pendant ces 3 semaines, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que mon choix signifiait. J'avais choisi de rester. J'avais choisi de l'épouser. J'avais choisi d'exister dans son monde. Et ce faisant, j'avais choisi que 3 hommes meurent pour ma protection. J'avais choisi que la famille Corsino soit détruite. J'avais choisi, par action et inaction, que la violence soit la solution à ces problèmes. Au jour 20, je lui ai demandé « Est-ce que vous le regrettez de m'avoir sauvé des Marchetti ?» Nous étions au lit, au petit matin. Les lumières étaient encore grises. Matteo est resté silencieux un long moment. « Non, a-t-il dit, mais je regrette le prix à payer. Je regrette que mon besoin de te garder en vie t'ait rendu complice de choses que tu n'aurais jamais choisies autrement. Mais j'ai choisi, j'ai dit. Chaque jour, je choisis. Je pourrais demander à partir, et vous l'organiseriez. Le feriez-vous ? Sa main a trouvé la mienne dans l'obscurité. Partirais-tu vraiment ? Non, j'ai admis. Je ne pense pas que je le pourrais. Mais c'est bien ça, n'est-ce pas ? Je ne pars pas, non pas parce que je suis piégé, mais parce que je ne le veux pas. Cela fait de toi la mienne, a-t-il fini, complètement, volontairement mienne. Oui. Il m'a tiré plus près, et je l'ai senti se détendre dans cette connaissance, que je n'acceptais pas seulement son monde, mais que je le choisissais activement, quotidiennement, en pleine connaissance de cause. Le matin où la famille Corsino a officiellement été dissoute, Matteo est venu me trouver dans le jardin. La journée était radieuse, presque agressivement joyeuse, ce qui semblait déplacé vu l'importance de ce qui venait de se passer. « C'est fait », a-t-il dit simplement. « Les restes se dispersent. Ceux que nous n'avons pas déjà retournés accepteront l'argent de protection pour rester hors jeu. Et les Marchetti, c'est réglé, il n'a pas élaboré, et je n'ai pas demandé. Nous nous tenions dans le jardin, mon jardin, notre jardin, l'espace qui était devenu mien dans les semaines passées ici, et quelque chose a changé. La tension constante qui habitait les épaules de Matteo semblait s'être apaisée juste un peu. « Je veux t'emmener quelque part », a-t-il dit. « Pas loin, juste pour une journée. » Une journée ? Le concept semblait impossible. Je n'avais pas quitté la maison depuis des semaines. « Une journée », a-t-il confirmé. « Tu as été en cage assez longtemps. Il est temps que tu vois comment j'ai construit ce monde. » La ville avait l'air différente à travers les yeux de Matteo. Pas le centre-ville où se trouvait le café, nous n'y sommes pas allés, mais les quartiers où son pouvoir était concentré. Le quartier commercial, où il possédait 3 immeubles qui servirent de façade pour le mouvement de divers produits. Le quartier résidentiel, où il possédait la moitié d'un pâté de maisons utilisées pour des planques. Le front de mer, où l'une de ses sociétés d'importation opérait. Il m'a montré l'architecture de son empire, et c'était magnifique d'une manière terrible. Fonctionnel, efficace, brutalement complet. Mais ce qui m'a le plus touché, ce sont les gens.
Nous nous sommes arrêtés dans un centre communautaire que Matteo finançait. À l'intérieur, j'ai vu des enfants d'âge primaire, des collégiens, des adolescents recevant des services, des programmes après l'école, du tutorat, du conseil. J'ai regardé une jeune fille travailler avec un spécialiste de la lecture et j'ai soudainement compris. C'est là qu'ils étaient, j'ai dit. La famille de l'homme qui est venu vous chercher. L'homme que vous avez tué. Oui, a dit Matteo doucement. Son père travaillait pour les Marchetti. C'est pour cela qu'ils l'ont envoyé. C'est pour cela que j'ai dû le tuer. Mais sa fille finira le lycée. Elle ira à l'université. Elle aura des opportunités que son père n'a jamais eues. Parce que vous payez pour cela, j'ai dit. Parce que je suis responsable du fait qu'elle n'ait pas de parents. C'est ainsi que je gère cette responsabilité. Nous avons traversé le centre communautaire et j'ai réalisé que le monde de Matteo n'était pas seulement fait de violence et d'argent. C'était aussi cela, une tentative de rédemption qui ne serait jamais suffisante, mais qui devait être tentée malgré tout. Ce soir-là, de retour à la maison, Matteo m'a présenté des papiers. « Qu'est-ce que c'est » j'ai demandé. « Une option » a-t-il dit. « J'ouvre des comptes à ton nom. Pas seulement de l'argent, mais des entreprises légitimes. Une société d'importation de café, une petite librairie, des possessions immobilières, des choses qui sont entièrement légales et complètement à toi. Pourquoi ? Parce que s'il m'arrive quelque chose, tu es protégé. Parce que je veux que tu aies un pouvoir indépendant du mien. Parce que je veux que tu aies le choix de t'en aller. » Je l'ai regardé, comprenant la signification. Vous me donnez la même porte de sortie que vous vouliez que j'aie quand je suis revenu de la ville. Toujours, a-t-il dit. C'est la condition pour te garder. Tu n'es jamais piégé. Tu as toujours un choix. J'ai pris les papiers et je les ai mis de côté. Je ne les utiliserai jamais, je sais. Mais ils existent malgré tout. Cette nuit-là, je me suis tenu devant le miroir et j'ai regardé la femme qui me fixait en retour. Elle portait des vêtements chers. Elle portait une bague en diamant. Elle vivait dans un manoir et était mariée à un homme qui avait tué pour elle. Elle était complice de ses crimes par vertu de son silence et de sa présence. Et elle était la plus heureuse qu'elle ait jamais été. J'ai pensé à ma mère, qui ne savait toujours pas toute la vérité. J'ai pensé à la fille du centre communautaire, dont la vie a été altérée par la violence de Matteo, mais aussi soutenue par sa responsabilité subséquente. J'ai pensé aux 3 hommes qui étaient morts pour ma protection, et aux hommes de la famille Corsino, dont les vies avaient été détruites pour me garder en sécurité. Le calcul était impossible. La moralité était compromise au-delà de toute récupération, et je ne pouvais toujours pas imaginer m'en aller. Matteo est apparu sur le pas de la porte, m'observant réfléchir. Il n'a pas parlé, attendant simplement que j'aie fini de processer. « Je reste », j'ai dit finalement. Pas parce que je suis piégé, pas parce que j'ai peur, mais parce que tout ceci est l'endroit auquel j'appartiens. Il a traversé la pièce et m'a embrassé. Et cela m'a semblé être la reddition finale. Pas la reddition de mon corps, qui avait eu lieu il y a des semaines, mais la reddition de ma certitude morale. Je le choisissais plutôt que l'innocence. Et le choisir sciemment était peut-être la chose la plus dangereuse que je puisse faire. 6 mois plus tard, Matteo détenait plus de pouvoir qu'il n'en avait jamais eu. Les Marchetti étaient fragmentés au-delà de toute récupération. Les Corsino étaient neutralisés. Les familles à mineurs avaient soit prêté allégeance, soit accepté les termes de non-ingérence. L'enquête fédérale sur ces activités avait stagné à cause de la corruption aux bons endroits et du manque de preuves partout ailleurs. En surface, cela ressemblait à une victoire. Mais Matteo comprenait ce que je commençais à comprendre. Il n'y avait pas de victoire véritable, juste différentes itérations de menaces. Une nouvelle famille s'élevait dans le nord-est. Le FBI avait une nouvelle agente affectée au crime organisé qui semblait moins corruptible que son prédécesseur. Et les Russes savaient que Matteo Ricci avait pris femme, et ce faisant, avait donné à ses ennemis l'arme la plus dévastatrice qu'ils puissent utiliser. Je l'ai trouvé dans le bureau par une froide soirée de novembre, exactement 1 an après lui avoir servi ce premier espresso. « À quoi pensez-vous » j'ai demandé, me plaçant derrière son fauteuil. Que l'amour restait la chose la plus catastrophique qui puisse arriver à un homme dans ma position, a-t-il dit doucement. Est-ce que vous me regrettez ? Non. Il m'a fait asseoir sur ses genoux,
mais je comprends le prix à payer d'une manière que j'essayais d'ignorer quand je ne faisais que te protéger. Chaque instant que je passe à m'inquiéter pour ta sécurité est un instant où je ne suis pas concentré sur le maintien de mon pouvoir. Chaque attachement que je me suis autorisé est un point de pression que mes ennemis peuvent exploiter. Alors qu'est-ce qu'on fait? On survit, a-t-il dit. C'est tout ce que nous pouvons faire. On survit, et on essaie de construire quelque chose de mieux, et on accepte que ce ne sera jamais complètement sûr, ni complètement propre. Cela me suffit, j'ai dit. Il s'est tourné vers moi. Vraiment? Parce que tu pourrais encore partir. Tu as les comptes, les moyens. Je n'en ai pas envie, j'ai dit fermement. Arrêtez de me proposer ce choix. Je ne peux pas, a-t-il dit, parce que si je ne continue pas à te le proposer, alors le choix que tu as fait était véritablement forcé. Et je ne peux pas vivre avec ça. C'était le paradoxe de Matteo, qu'il ait besoin de me croire libre pour comprendre que me garder était juste, qu'il veuille détruire quiconque me menaçait, tout en sachant que son désir de me garder était la chose qui me rendait la plus vulnérable. Alors nous trouvons un moyen de faire fonctionner cela, j'ai dit. Ensemble. La résolution est venue non pas avec fracas, mais par décision. Matteo a fait le choix de prendre un peu de recul, pas par rapport au pouvoir. Il contrôlait toujours ses opérations. Il prenait toujours les décisions stratégiques, mais il s'est éloigné de la violence. Il a délégué davantage à des lieutenants de confiance. Il s'est concentré sur le côté commercial, les connexions politiques, les choses qui ne l'obligeaient pas à éliminer personnellement des menaces. C'était un compromis entre l'homme qu'il était et la vie que je voulais que nous ayons. Nous avons commencé à construire une vie qui semblait presque normale. J'ai commencé à travailler avec les entreprises légitimes qu'il avait créées pour moi. La société d'importation de café est devenue mon projet passion, et je me suis retrouvé à réellement apprendre le métier, la géographie du café, les gens qui le cultivaient. Je n'étais plus innocente, mais j'apprenais à être autre chose. Quelque chose qui pouvait exister dans le monde de Matteo sans être détruit par lui. 6 mois après le début de ce nouvel arrangement, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je le lui ai dit un matin comme un autre, pendant qu'il révisait des documents. Sa réponse a été immédiate et viscérale. Il s'est levé, m'a prise dans ses bras et m'a tenue comme si je pouvais me briser. « Un enfant », a-t-il dit. « Notre enfant. » J'ai peur, j'ai admis. Je ne sais pas comment être mère dans ce monde. Ma mère non plus ne le savait pas, a-t-il dit doucement. Et elle m'a appris tout ce qu'il y avait de bon en moi. Elle m'a aussi appris que l'amour et la violence peuvent coexister. Mais cela ne veut pas dire qu'ils le doivent. Notre enfant sera différent, Mira. Pas parce que le monde sera différent, mais parce que nous ferons un choix différent. Je voulais le croire. Je le croyais. Ou du moins, je croyais que son intention était sincère. La fin n'est pas venue comme un point culminant, mais comme un apaisement. La nouvelle famille dans le Nord-Est a décidé de ne pas défier la dominance de Matteo. L'enquête fédérale a calé et a finalement été réaffectée. Les restes des Marchetti ont accepté des positions de sujétion ou sont tombés dans l'insignifiance. Les menaces immédiates se sont neutralisées en quelque chose de gérable. Ce qui restait était la vérité fondamentale. Il y aurait toujours des menaces, il y aurait toujours du danger. Mais il y aurait aussi ceci, un homme, une femme et bientôt un enfant. Et la vie prudente, fragile, qu'il construisait dans les interstices de la violence. Par un matin qui ne semblait pas différent des autres, je me tenais dans la cuisine de la maison qui était devenue mon foyer, et je regardais la bague à mon doigt. L'anneau portait de nouvelles gravures, la date de notre mariage, et bientôt une date de naissance. Matteo est apparu, comme il le faisait toujours quand j'avais besoin de lui. « À quoi penses-tu ? Que ce n'est pas une fin heureuse, j'ai dit. Les fins heureuses suggèrent une conclusion, une résolution, un règlement moral. Ceci n'est qu'une continuation. Oui, a-t-il convenu. Mais c'est une continuation ensemble, et tu as choisi cela. Tu le choisis chaque jour. Et cela rend-il la chose juste? Non, a-t-il dit honnêtement. Mais cela la rend supportable. Cela lui donne de l'importance. Il m'a embrassé. Et dehors, par la fenêtre, le monde continuait sa course terrible et magnifique.
L'organisation Ritchie continuait ses opérations. Les ennemis continuaient à comploter. Des menaces continuaient d'émerger de quartiers inattendus. Mais en cet instant, dans cette cuisine, il n'y avait que nous, un homme et une femme, tous deux tachés par le monde qu'ils habitaient, essayant de construire quelque chose de bon là où l'amour pouvait survivre. Ce n'était pas de la rédemption, ce n'était pas de l'innocence, mais c'était suffisant, parce que j'en étais venu à comprendre que la chose la plus dangereuse chez Matteo Ricci n'était pas sa violence ou son pouvoir. C'était que, connaissant parfaitement ce qu'il était, je l'avais choisi malgré tout. Et ce choix fait librement, fait sciemment, fait encore et encore, était la seule vérité absolue qui existait dans notre amour sombre et complexe.